Bonsoir à tous, bienvenue sur Campus Channel. Ce soir, le master spécialisé management urbain, environnement et services est sur Campus Channel. Patrice Noisette, Pauline Fèvre, bonsoir. Bonsoir. Chers internautes, vous allez pouvoir dialoguer en toute sincérité et poser toutes les questions qui vous animent. Patrice Noisette, responsable pédagogique du master spécialisé, et Pauline Fèvre, étudiante dans le master spécialisé, y répondront avec franc-parler, je m'en porte garant. Pour lancer ce direct, Patrice Noisette, je reprends le slogan de l'exposition universelle de Shanghai, une ville meilleure, une vie meilleure. Et même si je jette un œil jusqu'au slogan, au titre du pavillon français, la ville sensuelle, on commence par se demander au final si l'urbanisme, si toutes ces questions urbanistiques sont juste une question de romantisme ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus business? C'est d'abord certainement un souhait de plus en plus grand, au fur et à mesure bien sûr que ça n'est plus un secret aujourd'hui, l'humanité habite de plus en plus en ville, de plus en plus effectivement partout dans tous les pays, les êtres humains se préoccupent de la qualité de leur vie dans les villes. Ça veut dire aussi que la ville n'est plus une question de théorie. On a cru, avec l'invention des premières théories d'urbanisme au XIXe siècle, qu'on pouvait complètement modéliser la ville, la théoriser, la définir, la maîtriser tout entière. On sait bien aujourd'hui que c'est une chimère et que la qualité de la ville résulte de la capacité à associer l'ensemble des acteurs à sa production, à sa gestion, à son évolution. Vu comme ça a l'air très sympathique, Patrice Noisette, mais si on regarde par exemple les principaux sponsors de cette exposition universelle, c'est Coca, c'est de la grosse industrie, ça n'a rien de romantique. C'est aussi le jeu du sponsoring, ce n'est pas uniquement celui de la ville, c'est aussi effectivement le sponsoring d'une exposition universelle. Donc les entreprises les plus importantes peuvent apporter les fonds pour mettre leur nom suffisamment gros sur l'affiche. Il est d'ailleurs significatif effectivement que ce ne sont pas seulement des entreprises des métiers de la ville qu'on voit apparaître de cette façon-là, mais plutôt les entreprises des modes de vie, en fait comme Coca-Cola. Alors bien sûr, ensuite dans les acteurs dont je parlais, il y a des acteurs très différents. Il y a des acteurs publics, il y a des acteurs privés. Nous travaillons énormément justement sur la relation entre les uns et les autres. Il y a les habitants, tous ceux qui vivent et se développent eux-mêmes dans la ville. Et puis dans chacune de ces catégories d'acteurs, il y en a qui peuvent avoir aussi des intérêts, des stratégies différentes. Allez, on découvre la première question, je vous laisse la lire, Pauline. D'accord, alors c'est une question de Yvon. Bonjour, je vais être titulaire d'un M2 d'urbanisme. Que va m'apporter concrètement ce MS? Il est coûteux, je veux être sûr de sa valeur ajoutée. Merci. Très bonne question. Ce master, il a une réelle valeur ajoutée. Quand on vient d'urbanisme, c'est quoi, spécifiquement quand on est déjà un étudiant en urbanisme, c'est quoi la valeur ajoutée? Ça va dépendre aussi de votre projet. Si votre objectif c'est de faire de l'urbanisme de la manière dont il vous a été enseigné pendant votre formation en urbanisme, c'est quoi de rentrer par exemple dans une agence d'urbanisme ou une collectivité locale, dans un rôle de planification, le master ne va pas forcément ajouter quelque chose. Si l'objectif c'est de pouvoir apporter une compétence d'économie, une compétence d'économie urbaine, de compréhension de la dimension économique de la ville, une compétence de management des projets, une compétence sur un métier complémentaire, avec une approche un peu plus spécifique, par exemple sur les questions d'immobilier ou sur les services collectifs urbains, à ce moment-là, le master va apporter ces dimensions en plus de la compétence d'urbaniste de base, et ce qui va vous permettre d'aller vers des métiers plus diversifiés. Et on a chaque année plusieurs étudiants. Par exemple, si on ajoute cette compétence, si on ajoute le master spécialisé à une compétence initiale d'urbaniste, on va du coup vers quel métier? Ça dépend des étudiants. Certains vont aller en établissement public d'aménagement ou dans l'aménagement privé, certains vers l'immobilier. Il y a par exemple dans la promotion précédente
une étudiante qui avait effectivement un master 2 d'urbanisme et qui fait aujourd'hui de l'asset management en immobilier, donc de la gestion d'actifs, qui paraît a priori très loin de sa formation initiale. Alors il y a une ligne sur les aspects financiers importantes dans le master, effectivement. Et ce qu'elle va apporter, alors elle, dans le milieu de l'asset management, c'est la compréhension de la dimension urbaine et donc aussi des risques de valorisation ou de dévalorisation, par exemple, de certains sites urbains, et d'apporter un regard plus large sur l'opportunité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, là je prends complètement la responsabilité de ce que je vais dire, mais que est-ce que vous contribuez à déniaiser les urbanistes, enfin, je veux dire, pour le coup, à quitter la dimension fantasme qu'il peut y avoir autour de l'urbanisme vers une dimension plus pragmatique, plus concrète ou... Alors, parce que l'urbanisme, en tout cas dans une formation initiale, peut être encore très rêveur, justement peut-être un peu romantique. Est-ce que d'un coup on revient à une dimension très pragmatique, à une réelle politique de l'urbanisme ou pas? Oui, alors il faut garder du rêve aussi dans les métiers de la ville, mais oui, il y a cette dimension d'opérationnalité beaucoup plus forte, effectivement, qui est importante. Et vous le sentez, vous sentez quelqu'un... Il y a le décloisonnement des métiers. Mais vous le sentez sur un an, en fait, on peut changer vraiment. Enfin, vous sentez que l'urbaniste qui rentre avant et qui sort n'est pas le même. Il faudrait le demander à Pauline, elle est ingénieure, mais est-ce qu'on change effectivement de vision pendant l'année? Vous avez des urbanistes autour de vous Bien sûr, dans la classe, il y en a 4 personnes. Oui, bien sûr, parce que je pense qu'ils prennent conscience d'une dimension supplémentaire qu'ils n'avaient pas auparavant. Parce que la force de ce master, c'est quand même de rencontrer des personnes qui vont travailler dans la ville, qui vont faire de l'urbanisme et de l'immobilier. Et c'est de créer ensemble justement ces projets. Et c'est d'intégrer toutes ces visions de l'ingénierie, de l'urbanisme, mais aussi avec des juristes. Toutes ces visions transverses qu'on n'a pas en étant auparavant dans justement une faculté d'urbanisme ou une école d'ingénieur. Patrice Noisette, je vous laisse lire la prochaine question. Bonjour Julie. Bonjour. Quand on connaît les pratiques de groupe comme Unibail, on comprend que l'urbanisme n'a pas une grande place, c'est avant tout financier. Oui, bien sûr, chaque métier a D'où MS Finance, en fait. Oui, voilà. Une interrogation. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement entrer direct avec une compétence très forte, très spécifique, financière dans ce domaine-là, ce choix peut être tout à fait justifié. Sachant qu'Unibail fait beaucoup d'asset management, c'est que pour le coup, apparemment, vous formez... Mais nous avons chaque année plusieurs étudiants du master qui vont effectivement, dans des sociétés comme celle-là ou dans d'autres, faire de l'asset management. Ce qu'ils vont y apporter, c'est justement un regard un peu différent que les gens qui ont une approche strictement financière, comptable, chiffrée. On peut visualiser ça. Je parlais de risque tout à l'heure. L'appréciation du risque d'un investissement est une question de plus en plus importante. Et le fait de pouvoir avoir un regard plus large sur la relation entre l'immobilier et les autres composantes de la ville, sur la diversité des enjeux qui portent aujourd'hui sur ce domaine, sur par exemple la diversification des stratégies des entreprises vis-à-vis de leur immobilier, donc toutes questions qu'ils ont abordées effectivement au sein du master. Donc ça va apporter des compétences plus ouvertes qui sont appréciées par ces entreprises, même si elles continuent bien sûr de recruter aussi des gens extrêmement spécialisés. D'accord, mais à travers cette question, il y a aussi l'idée qu'au final, la dimension de rêveur, qui est toujours présente, vous le dites, dans l'urbaniste, ou en tout cas les personnes qui s'occupent des questions urbaines, elle est assez minimale. C'est vrai que chez Unibail, on rigole pas quand même. C'est quand même de la gestion financière avant tout, quoi, la question urbanistique. Ce n'est pas un master d'urbanisme. Management urbain, management des métiers de la ville, et en particulier des métiers de l'immobilier et des grands services collectifs urbains, l'énergie, l'eau, les transports. Donc de ce point de vue, notre approche est effectivement bien dans la dimension du business que vous l'indiquiez tout à l'heure, même si un certain nombre d'étudiants, bien sûr, vont aussi vers le secteur public, où ils vont apporter une meilleure compréhension justement des partenaires privés du secteur public. Vous parlez sur votre site de responsabilité opérationnelle, les métiers d'études ne sont pas une priorité. Alors ça, c'est une excellente question aussi. Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. Puisque nous travaillons aussi sur les relations entre dimension stratégique et dimension opérationnelle, entre décision et mise en œuvre.
Moi, je dis souvent, effectivement, qu'on investit trop peu, souvent en amont des projets, donc dans la dimension d'études, dans la dimension de responsabilisation de l'ensemble des acteurs un peu vis-à-vis des projets. Pour autant, on sait aujourd'hui que la mise en œuvre des projets est de plus en plus complexe, sur tous les plans, en particulier sur le plan financier d'ailleurs, mais sur beaucoup d'autres. Et donc on a besoin aussi de nouveaux types de responsabilités opérationnelles. Et c'est effectivement vers cela que se dirige le master. D'accord, donc les métiers d'études ou vraiment analytiques sans implication directement opérationnelle, c'est pas le... Non, c'est un débouché. Certains étudiants vont vers ces métiers-là, mais c'est effectivement pas l'essentiel. L'essentiel, c'est sur des métiers opérationnels ou sur des métiers d'études avec une dimension de conseil, notamment dans le conseil aux collectivités locales. D'accord, ça représente une part importante des étudiants. Donc, il leur permet à la fois de valoriser leur goût, effectivement, pour les études, mais dans une dimension très concrète, puisqu'il va s'agir de faire des recommandations opérationnelles à leurs partenaires, à leurs clients. On prend une prochaine question, je vous laisse la lire, Pauline. C'est toujours la même. La voici. Bonsoir, peut-on n'avoir encore aucun rapport avec la ville, mais avoir juste l'envie de se spécialiser, Jack ? Peut-être que je réponde. Je pense que... C'est peut-être l'occasion de nous dire finalement quel était votre parcours avant, Quel était mon parcours ? Donc moi, j'ai fait l'INSA de Lyon, département génie civil et urbanisme. J'étais intéressée par l'immobilier. Je n'avais pas franchement un rapport concret avec la ville. Je connaissais surtout la technique et la structure du bâtiment. Et justement, j'avais envie, peut-être par curiosité ou parce que l'immobilier m'intéressait, de faire ce master. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un rapport justement comme moi réel et concret avec la ville. Vous aviez quand même un rapport. Oui, bien sûr, au niveau de la construction, mais il y a aussi... l'ingénierie, mais au moins vous avez une légitimité dans... Bien sûr, mais il y a aussi des juristes dans la classe ou des personnes qui ont fait des écoles de commerce qui avaient quand même un rapport plus lointain avec la ville, qui par envie, par curiosité, ont eu envie de faire ce master, justement, et de prendre ces métiers transverses, cette vision globale sur la ville, en étant d'un point de vue urbain et d'un point de vue immobilier, service, environnement. Et de se spécialiser justement grâce à ce master. Mais concrètement, Patrice Noisette, quand on se présente devant vous, on peut très bien n'avoir encore eu aucun stage de près ou de loin, que ce soit en ingénierie, que ce soit en management, sur les questions urbaines ou immobilières, et n'avoir aucun rapport dans ces études pour l'instant, mais juste l'envie de se spécialiser, c'est possible, ça vous arrive ou c'est pas possible, il faut quand même déjà avoir un fondement? Non, c'est tout à fait possible. Ce que nous allons apprécier à ce moment-là, chercher un peu à comprendre à travers à la fois le parcours de l'étudiant et puis à travers l'entretien, qui est on aura probablement l'occasion de revenir dessus, une étape essentielle un peu du processus d'admission, c'est de comprendre si il y a une capacité, un souhait, un désir, au-delà de la spécialité que l'étudiant veut choisir, justement de s'ouvrir un peu à l'environnement de cette Et vous le mesurez comment quand on n'a pas de fondement, soit sous forme de stage, soit sous forme d'expérience scolaire? Par l'intérêt, par la manière, alors là ça vise plus l'entretien, c'est la manière dont l'étudiant va réagir un peu à certaines questions, la curiosité. Donc on peut juste avoir une curiosité pour la ville, pour l'espace urbain, pour l'immobilier? Une curiosité à partir d'aucune vision effectivement de quoi que ce soit dans ce domaine. Ça paraît difficile. Mais je veux dire, ça peut être juste un intérêt qui passe par la presse. Mais ça peut être quelque chose qui est alimenté par une culture générale, par une expérience personnelle aussi, une réflexion sur son expérience personnelle de la ville, ou à travers des réflexions sur la formation qu'on a eue précédemment. Une question où aura lieu le prochain voyage d'études? Alors, le prochain voyage d'études aura lieu à Hanoï, au Vietnam. On part dans 2 semaines. Donc, je ne sais pas à quel prochain on fait référence. Est-ce que c'est le prochain de cette année ou le prochain de l'année suivante? Mais en tout cas, vous partez à Hanoï. Nous partons à Hanoï cette année. Donc, c'est un choix avec toute la classe. Donc, vraiment un projet de classe. Donc, le lieu est déterminé par les élèves. Bon, il y a tout un processus. Pourquoi Hanoï alors? Pourquoi Hanoï? Comment vous êtes arrivé à Hanoï? Où ça a été un long chemin de réflexion pour aboutir à ce choix, ce qui nous intéressait. Vous étiez-vous pro-Hanoï ou oui, pas bien pro-Hanoï? sûr, bien sûr. Mais j'imagine qu'il n'y avait pas forcément un accord initial. Enfin, il y avait plusieurs propositions. Bien sûr. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait 4 villes de présélectionnées et on a fait des présentations dans la classe pour savoir
vers quelle ville on allait se diriger. Il y a eu des échanges justement avec chaque C'est quoi groupe. l'intérêt en fait? On imagine qu'il y a derrière tout ça un intérêt, c'est pas juste c'est un voyage d'études, et donc concrètement à Hanoï, vous allez être confronté à quels enjeux? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Peut-être Patrice Noisette. Oui. C'est ça qui a été d'ailleurs un peu l'élément justement Oui. déclencheur du choix, c'est-à-dire que c'est aussi une des caractéristiques du master, c'est que les étudiants sont mis un peu sur tous les projets en situation justement d'autonomie et de management de leur projet. C'est-à-dire que chaque projet est utilisé aussi un peu comme une occasion de découvrir un certain nombre de pratiques, méthodes, du management d'équipe, de projets, etc. Et là, les étudiants sont partis d'une réflexion sur le type justement de contexte, pays, macroéconomique, social, de ville dans lequel ils souhaitaient aller, et en définissant dans un premier temps un positionnement, en fait, dans un pays émergent, une ville qui avait encore à faire face à un certain nombre de problèmes importants. C'est quoi les enjeux en fait? Il y avait un ensemble de critères, et sur ces critères, ils ont fait une première liste de villes, et ensuite on présenté un peu des groupes qui ont travaillé sur ces villes, et on discutait entre eux. Mais qu'est-ce qui va se passer à Hanoï? Enfin, qu'est-ce que vous savez déjà? Enfin, le programme, il est déjà bien pas sûr. fixé? Donc, la première semaine consiste en une rencontre avec les entreprises sur place. Nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était le côté urbain, la planification urbaine. Donc, on rencontre pas mal de personnes à ce sujet-là sur place. On rencontre aussi des entreprises du côté immobilier. Et aussi une visite de la ville, je pense. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le lien entre le passé et l'histoire de la ville d'Hanoï. Je pense que ça va se voir sur place avec les locaux. D'accord. Donc finalement, le prochain voyage, celui de l'année prochaine, il n'est pas fixé, puisque par principe, il est fixé par les étudiants de l'année. Alors, la règle fixée par les étudiants ne sera pas toujours suivie dans l'avenir, pour différentes raisons, mais peu importe ici, mais l'exercice restera aussi passionnant pour eux, parce qu'ils auront de toute façon la maîtrise complète. Ça veut dire que vous savez où vous partez l'année prochaine? Non. Pas encore. Vous êtes sûr, Patrick, vous ne faites pas de cachotterie là pour l'instant, non? Ça veut dire qu'il est probable que l'an prochain sera une exception. D'accord. Mais ça n'est pas encore assuré. Ok, très bien. Bon, allez, on reste sur ce semi-secret. Passons à la question suivante. Bonsoir, étudiant en dernière année à l'ESTP. Je postule au MES et aux grandes écoles. Un parcours grande école n'est-il pas mieux pour un ingénieur? Emeline. Donc entre l'admission sur titre, par exemple à l'ESSEC, effectivement, ou dans ces domaines-là, en particulier, les étudiants peuvent suivre la chaire de l'économie urbaine ou la chaire de l'immobilier, donc qui leur permettent de se spécialiser un peu au sein de la grande école dans ces domaines-là. Il est difficile de répondre sans connaître, Emeline, votre parcours. Si vous permettez, Patrice, j'ai envie de la dédoubler. Il n'y a pas une règle absolue. J'ai envie de la dédoubler, en fait. La première, c'est peut-être de vous demander si, au final, on arrive à transformer en quelques mois, en un an global, un ingénieur en un futur manager. Et puis la deuxième question, est-ce que, au final, quelqu'un qui a déjà des compétences en BTP, est-ce qu'il n'a pas intérêt à passer à faire une formation générale en management plutôt que de se spécialiser sur ces métiers qu'il connaît même un petit peu de loin? Alors c'est là que réside effectivement le choix. C'est-à-dire le fait effectivement d'entrer en grande école va apporter une formation d'abord généraliste, même si, comme j'indiquais tout à l'heure, on peut aussi construire une spécialisation. Mais la formation est d'abord généraliste en management. Donc l'étudiant se retrouve à ce moment-là, à la fin de son parcours grande école, dans la même situation que les étudiants qui sont rentrés en concours, mais en bénéficiant d'une expertise personnelle un peu plus forte. Le master spécialisé va apporter une réelle compétence en management, qui est très ressentie par les entreprises. On peut en un an, notamment parce qu'elle sera la même que quelqu'un elle n'est pas apportée que par les cours, elle est apportée par la pratique aussi, et par le fait qu'on invite les étudiants à une réflexion sur leur pratique dans ce domaine-là. Il y a un ensemble de dispositifs. Donc on n'est pas seulement sur de l'enseignement en management, mais on est aussi sur, ça c'est une caractéristique forte de l'ESSEC aussi de manière générale, sur vous aider à construire aussi votre propre personnalité de manager. Donc de ce point de vue-là, l'évolution, on l'observe chaque fois, peut être très forte dans le courant d'une année en master. C'est votre cas aussi, finalement, Pauline, puisque vous aviez déjà une sûr. Spécialisation en génie civil. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que le master spécialisé correspond bien justement à un parcours d'ingénieur. Vous n'avez pas hésité avec la grande école, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Je pense Pourquoi vous n'avez pas hésité?
Un an suffit largement, les cours sont vraiment complémentaires justement à ce programme d'ingénieur. Donc un an de façon très intense suffit largement pour avoir ce côté manager. Et la deuxième partie de la question qui consiste à dire en gros, vous avez déjà une spécialisation plus ou moins en génie civil, donc déjà une crédibilité sur ce segment auprès des entreprises. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent par exemple de faire la grande école, donc une formation généraliste en management? Non, parce qu'on n'a pas accès au même poste. Il faut dire qu'après le master, on a justement accès à des postes plus axés justement sur le management, sur l'opérationnel, mais direction d'équipe, direction de projet, d'un point de vue urbain et aussi en immobilier, qu'on n'a pas en étant simplement ingénieur. Après, grande école, c'est peut-être une vision plus large et plus généraliste. Le master spécialisé, comme son nom l'indique, il est spécialisé. Donc ce sera un complément à l'ingénierie, au métier d'ingénieur en bâtiment, mais tout en étant rattaché à la ville. Ce qu'apprécient effectivement les ingénieurs, et en particulier les ESTP, qui signalent tous de fait la différence entre les postes auxquels ils arrivent par rapport à ceux auxquels les ingénieurs strictement ESTP arrivent. Hein, c'est pas bien sûr une question de choix personnel. C'est le fait d'arriver à des postes directement opérationnels. Alors là, c'est un peu la différence effectivement avec la sortie grande école. Mais qui ont tous une dimension effectivement de responsabilité de projet plus large. Quelle place aujourd'hui pour des jeunes diplômés du MUES dans un secteur récemment touché par la crise tel que la promotion, le développement immobilier? Nous avons récemment les résultats de l'enquête conduite auprès de la promotion en 2009. 60 donc qui est arrivé pas particulièrement à un bon moment. 60% des étudiants avaient donc une embauche durable avant même d'avoir leur diplôme et 90% moins de 4 mois après l'obtention de leur diplôme. Vous l'avez senti passer la crise, Patrice Noisette? Donc on l'a senti par le fait que le volant d'opportunité était plus resserré. Des étudiants récemment entrés dans des entreprises fortement touchées l'ont senti, mais peut-être plus autour d'eux que pour eux personnellement. Mais compte tenu du fait par ailleurs que le master n'a pas des promotions énormes, hein, on est entre 25 et 30 étudiants, donc au total... Ça veut dire que le marché absorbe facilement... Ça va poser de difficultés particulières. Ça vous inquiète pas, Pauline, en fait, ce caractère cyclique du marché immobilier, en particulier cette phase un peu basse en ce moment? Là, le marché immobilier repart lentement, mais il repart. Donc, on ne sent pas, au niveau des gens qui veulent se diriger vers l'immobilier, de réels problèmes à trouver des stages ou des missions actuellement. On est bien sollicité. Vous avez l'air sereine, en tout cas. Oui, assez. Enfin, je suis vraiment confiante. On a beaucoup d'offres via l'ESSEC, via le campus ESSEC, d'offres de stages par les anciens du Master MUES. Donc, oui, confiante par ce que je vois tous les jours dans la vie à l'ESSEC, au sein du Master. Vous travaillez sur des projets réels, vous avez des exemples de projets connus. C'est vrai alors, il y a plusieurs types de situations. On travaille sur des projets réels dans le master? Alors, à travers des cas dans certains cours, en particulier l'un des cours qui va commencer dans quelques jours, qui est apporté par un Américain d'ailleurs qui dirige une entreprise de pilotage de projets économique de développement un peu dans le monde entier, et qui donc fait travailler les étudiants en lien avec des projets en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., sur des cas où vous allez être directement en contact avec les responsables opérationnels de ces projets dans ces pays. Sinon, c'est le dispositif majeur dans le master, c'est celui des ateliers d'innovation, où nous constituons donc des groupes de travail mixtes avec des étudiants et des cadres d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale partenaire pour travailler sur un projet innovant de cette entreprise ou de la collectivité. Concrètement, là, donc il y a, alors, on ne peut pas détailler complètement les projets parce que la plupart, justement, comme c'est des processus d'innovation très sensibles, sont assez confidentiels. Mais disons qu'il y a actuellement donc, un atelier, alors dans le domaine immobilier plus directement, un atelier avec Isium, qui est une société de conseil immobilier, qui porte sur la finalisation et le marketing un peu d'un outil
très novateur d'analyse multicritère un peu du coût immobilier développé par Isium. Un atelier avec une collectivité territoriale, donc la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, pour aider les services de la communauté à mieux positionner leur offre de services auprès des entreprises. Mais ça se passe concrètement comment en fait? C'est un fil rouge toute l'année? C'est une période? Donc ça se passe entre le mois de janvier et le mois de mai. Les étudiants montent eux-mêmes en grande partie leur projet avec leurs partenaires, c'est-à-dire que le projet n'est pas complètement ficelé au départ. Quand vous définissez un cahier des charges avec l'entreprise. Voilà. Et puis, vous pouvez préciser un peu comment c'est en train de se... Oui, bien sûr. Donc, on a défini un cahier des charges avec l'entreprise Isium, donc au mois de décembre. On a défini certaines missions auxquelles on répond ponctuellement. On a défini un planning. Donc, quasiment tous les mois, on va dans leur entreprise, on leur présente le travail de réflexion qu'on a fait sur leur projet. C'est un travail de réflexion? Non, de réflexion et d'analyse. Oui. Tout dépend, je pense, des projets. Il y en a qui sont plus de la réflexion. En gros, vous y consacrez combien de votre temps? Mais sur un outil opérationnel. Oui, bien sûr. Vous y consacrez combien de votre temps en fait, entre janvier et l'échéance? Alors, nous garantissons avec nos partenaires 20 jours, enfin, cette année, ça sera un peu plus l'an prochain, 20 jours par étudiant sur des groupes de 5. Bien sûr, la passion l'emporte. Oui, bien sûr, c'est un travail quotidien, enfin, des réunions de groupe toutes les semaines, du travail le week-end. C'est un fil rouge le long de l'année, donc important dans le programme du master. Allez, Pauline, je vais laisser lire la prochaine question. Est-il normal d'hésiter avec le MS Management des villes et territoires? Quels sont les éléments distinctifs? Est-ce que c'est bien normal, Patrice Noisette? Rappelons que c'est un deuxième master spécialisé qui est présent à l'ESSEC. Non, c'est un... Alors, il y a probablement une... Oui, s'il s'agit de l'ESSEC, il y a probablement une confusion. C'est-à-dire qu'il y a un master spécialisé management des villes et du territoire qui est en fait une formation continue, donc qui s'adresse à des professionnels, et qui a lieu au Maroc, puisque nous sommes en partenariat avec l'ISCAE de Casablanca, qui est la principale business school marocaine, et donc qui accueille à la fois des cadres du secteur public et du secteur privé. D'accord, donc c'est pas spécialement normal. Donc en l'occurrence, ça n'est pas très normal d'hésiter. Effectivement, il n'y a qu'un master spécialisé à l'ESSEC sur nos domaines, qui est le MS-MUS. D'accord, mais a priori, c'est pas pour le même public. Donc tout à fait. Allez, on passe à la prochaine question. Il y a régulièrement des géographes, effectivement. C'est la question, en fait. Dans le master. Pardon, le profil géographe est-il représenté dans le master? Oui, tout à fait. Géographe seul, géographe avec des spécialisations complémentaires, qui peuvent être aménagement du territoire, développement économique, parfois, ça dépend. Mais effectivement, il y a régulièrement, je ne sais pas s'il y en a il y en a une cette année, oui, il y a de géographe. Oui, c'est vraiment ce côté... Mais qu'est-ce qu'il apporte, le géographe? En quoi il est intéressant sur ces problématiques? Parce qu'il a une vue très large macro, sur le territoire, oui, bien sûr. Donc ce côté territoire, vision transversale du pays. Oui, non, c'est... Pourquoi il vous intéresse le géographe pour aller, par exemple, vers les métiers de conseil aux collectivités, où il va, à travers le master, avoir une approche plus économique, plus opérationnelle des projets. Et donc il va apporter à ce moment-là dans le conseil sa compréhension globale des territoires et sa compétence spécialisée dans le domaine qu'il aura choisi et qu'il aura construit un peu lui-même aussi à travers le master. D'accord, donc ça fait partie des profils qui vous intéressent dans l'absolu. Oui, c'est d'autant plus diversifié que justement cette diversification est utilisée dans la pédagogie même du master, puisque les étudiants travaillent justement dans des groupes interdisciplinaires. Et concrètement, vous appréciez les urbanistes, vous appréciez les géographes, mais au final, tous les géographes ou tous les urbanistes ne sont pas destinés à se diriger vers des activités business ou du monde des affaires. Qu'est-ce que vous regardez précisément sur ces profils-là qui vous intéressent dans l'absolu, certes, mais concrètement, qu'est-ce qui peut faire défaut sur ces profils On va regarder s'ils ont effectivement une capacité à se positionner d'un point de vue managérial, donc à la fois dans leur goût, leurs souhaits, aussi leur personnalité, même si elle va pouvoir être développée.
s'ils ont goût effectivement à des responsabilités opérationnelles, s'ils ont soit déjà acquis, soit goût à une compréhension de la dimension économique, aussi des questions, jusqu'à des dimensions un peu de performance économique ou financière. Donc on va regarder un peu tous ces éléments, à la fois en termes d'appétence, de souhait, et puis de disposition personnelle. Tout ça pendant l'entretien, essentiellement. Tout ça à travers le dossier. On demande, puisqu'il y a beaucoup de questions ouvertes dans le dossier, et j'invite effectivement tous les candidats à prendre le temps de répondre. Il n'y a pas de longueur maximale fixée pour la réponse à une question. Prendre le temps de répondre. Tout ce qui va nous permettre de mieux les comprendre, les connaître, sera utile effectivement dans ce processus. Sachant que vous devez ressentir ou percevoir des futures qualités, des qualités ou des futures qualités managériales dans un profil de... Oui, mais qui ne relèvent pas forcément de l'auto-affirmation, donc qui peuvent parfois se révéler. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui arrivent dans le master qui n'ont pas forcément conscience d'avoir cette envie-là fortement. Nous, on l'a ressenti et ils vont y prendre goût pendant la formation. C'est aussi nous qui prenons le risque d'une certaine manière. Justement, le recrutement n'est pas formaté. Et souvent, c'est aussi un peu c'est quoi le risque avec un géographe? On pense que cet étudiant va pouvoir s'épanouir. Le risque avec un géographe, c'est quoi? C'est pas particulier avec l'un. Non, mais puisqu'on était sur la question du géographe, sans se focaliser, mais le risque, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui reste uniquement sur les dimensions intellectuelles de la géographie, sans avoir... Oui, par exemple, effectivement, oui, et qui à ce moment-là se sentira mal à l'aise, effectivement, vis-à-vis de ses camarades et par rapport aux enseignements qui lui sont donnés. Pauline. Qu'est-ce que le RICS? Comment l'obtient-on? Alors, Élie, la RICS, donc c'est une accréditation de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Donc le master est accrédité RICS. Comment l'obtient-on? Nous, actuellement, nous sommes étudiants RICS au sein de cette institution. Comment l'obtient-on? Je crois que c'est une formation après le master ou après dans la vie professionnelle de 2 ans. Qui permet d'avoir une accréditation supplémentaire. Alors, elle sert à quoi cette accréditation? La RICS, c'est la principale organisation mondiale d'accréditation des professionnels de l'immobilier, mais de plus en plus largement aussi de l'aménagement et des grands services urbains. Ça veut dire que sans on est quoi et avec on est quoi? Ça veut dire, alors, elle se développe progressivement. Son implantation en France est relativement récente. Elle est de plus en plus présente, elle commence à l'être un peu aussi, même dans le secteur public. Il y a des pays à l'étranger où, si vous n'êtes pas membre de RICS, de la RICS, vous aurez beaucoup plus difficilement accès à vos collègues professionnels. C'est un réseau? Alors, c'est un marqueur de compétences? Voilà, c'est plus un processus de certification, c'est-à-dire que c'est un réseau bien sûr, c'est un marqueur de compétences, c'est donc une reconnaissance mutuelle. Vous savez que si une autre personne est RICS en face de vous, vous allez pouvoir avoir confiance en elle. Pourquoi? Parce que justement cette organisation repose sur des règles extrêmement strictes d'éthique, de déontologie et de transparence. D'accord, mais comment est-ce qu'on l'obtient cette certification? De contrôle fort. On l'obtient d'office ou Alors, le fait qu'une formation, qu'un programme comme le nôtre soit accrédité par la RICS veut dire que le parcours qu'aura à faire l'étudiant une fois diplômé sera beaucoup plus court pour devenir membre de la RICS. Et il pourra habituellement s'adresse plutôt à des professionnels qui ont 5-10 ans d'expérience, avec un parcours de 3 ans si je ne me trompe pas. Là, des étudiants à la sortie du master peuvent, sur un parcours qui va tenir compte d'ailleurs aussi de leur expérience antérieure, de leurs différents stages, donc de 2 ans, parfois un peu moins, pouvoir devenir pleinement membre. Donc le processus à ce moment-là, c'est un processus d'accompagnement de leur début professionnel, où ils vont avoir eux-mêmes à tenir un peu le journal de bord de leur progression dans leur métier, et ils auront un entretien avec un jury de la RICS à l'issue de cette période. D'accord. Vous considérez que c'est une vraie plus-value pour le coup? C'est une plus-value nécessaire à l'international, de plus en plus forte en France. Patrice Noisette.
Je finis mon école d'ingénieur en alternance et suis très intéressé par votre master. En regardant vos anciens, je vois qu'il n'y a que des diplômés de très grandes écoles d'ingé. Ai-je réellement mes chances? Une question assez fréquente d'ailleurs, concernant les masters spécialisés. Elle ne porte pas que sur le vôtre, Patrice Noisette. Oui, oui. Alors, de nouveau, notre recrutement est global. Donc, on a un ensemble de critères. Bien sûr, on va s'appuyer sur votre parcours académique. On va s'appuyer aussi sur votre expérience. On va s'appuyer, pas uniquement professionnel d'ailleurs. Parce que si les études ont été faites en alternance, pour le coup, il doit y avoir une voilà, expérience. Donc l'expérience est bien entendu plus importante, mais aussi sur votre expérience personnelle dans d'autres activités. On va s'appuyer sur le regard que vous portez sur votre expérience, sur votre projet. Et en fin de compte, ce qui est intéressant à regarder, par exemple, et le plus significatif peut-être, c'est la composition du jury de l'entretien final. Au jury, vous avez 3 personnes en face de vous. Tout, le responsable du master ou un professeur enseignant dans le master. Peut-être vous alors. Donc à savoir là, c'est moi. Un des étudiants de la promotion en cours et un cadre d'entreprise, donc qui est souvent d'ailleurs un ancien du master. Pourquoi ces 3 personnes? Parce qu'on va se poser 3 types de questions. Moi, je vais me demander, est-ce que l'étudiant va pouvoir bien suivre le master, les enseignements, en profiter et apporter un peu aux autres dans l'ensemble des dispositifs pédagogiques c'est la question académique, du master. Donc ça, c'est l'aspect plus directement académique. L'étudiant va se demander, est-ce que j'aurais envie de travailler avec lui? En gros, est-ce qu'il est sympa? C'est ça en gros. Oui, est-ce qu'il est prêt à travailler en groupe avec des personnalités qui ont des cursus différents? Je pense que le travail en groupe dans le master MUS est très important et il faut cibler ça chez le candidat aussi. Et le professionnel. Le professionnel va demander, est-ce que c'est quelqu'un dont je sens qu'après le master, j'aurais envie de le recruter et qu'il apportera quelque chose à mon entreprise ou à une autre. Bien sûr, le regard est... Alors du coup, pour qu'on réponde quand même concrètement à cette question, est-ce que en venant d'une école, pas forcément des plus reconnues, une école d'ingénieur, avec un cursus en alternance, est-ce qu'on a des chances ou est-ce que c'est pas possible? Si vous pensez effectivement que vous avez déjà une expérience solide, que vous avez un intérêt fort pour le domaine, que vous pouvez l'argumenter, que vous avez des appétences pour pas uniquement le travail d'équipe, mais pour le management aussi. Vous voulez dire en fait d'équipe. Donc à ce moment-là, pourquoi pas? Il n'y a pas du tout d'exclusion. Vous voulez simplement dire qu'il va falloir compenser peut-être cette Il n'y a pas de critère a priori. Effectivement, on n'a pas une barrière où on se dit de toute façon on ne recrute que dans ces écoles-là et pas dans d'autres. Donc vous encouragez cet étudiant à présenter votre dossier, à présenter son dossier, pardon. Je l'encourage, effectivement. Ça veut dire quand même qu'il faut compenser cette moindre visibilité académique par plus de professionnels. Mettre en valeur ses autres atouts. D'accord. Tout à fait. Mais je crois que question de Guillaume, l'expérience professionnelle des candidats est-elle prise en considération dans la sélection? Oui. Professionnel au double sens. Alors, comment j'entends professionnel? C'est un peu de 2 manières. C'est-à-dire d'une part des stages qui ont une dimension vraiment active opérationnelle, avec déjà un peu de responsabilité, et puis d'autre part même une expérience directement de 1 an, 2 ans, 3 ans d'activité professionnelle. Chaque année, nous envoyons dans la promotion des étudiants qui ont eu leur diplôme précédent plusieurs années, 1 ou plusieurs années auparavant, ont exercé et reviennent finalement à partir de cette expérience. Concrètement, Patrice Noisette, dans l'évaluation des dossiers, c'est un critère qui pèse comment? C'est pareil, qui va être pris aussi par rapport Il y a un poids équivalent aux critères académiques. Il peut en partie effectivement compenser des critères académiques. Ça dépend aussi du type d'expérience. D'accord. Parce qu'il y a quand même des cours à suivre, il y a quand même des cours de haut niveau, même si parfois, par exemple, le cours de finance du master est de haut niveau. Alors nous avons maintenant un dispositif en place d'accompagnement des étudiants qui permet à ceux qui n'ont pas eu de formation mathématique auparavant de pouvoir quand même suivre. Mais donc effectivement, ça va dépendre de l'expérience. Alors, on prend une autre question. Pauline. Quel est le niveau d'anglais exigé pour entrer dans le master? Merci.
Le niveau d'anglais, donc tout d'abord, dans le dossier, il y a le score TOEIC ou TOEFL, donc il y a un niveau d'anglais, je pense. Est-ce que c'est déjà des professions dans lesquelles on a besoin absolument d'avoir un bon niveau d'anglais, ou est-ce qu'on peut passer à peu près à côté? Passer à côté, non, d'autant que nous avons vocation à former des étudiants qui puissent aspirer à des carrières internationales. Il y a des cours en anglais dans le master. Les voyages d'études se déroulent souvent en anglais. Donc on ne va pas demander le même niveau d'anglais qu'un master comme le management stratégique international, oui, SMIB, en fait, pour le comme coup, le SMIB bien sûr, où là le niveau est effectivement le plus élevé. Il y a un niveau minimal en fait. Mais on attend des pour le étudiants TOEIC, qui puissent effectivement suivre un cours en anglais, commencer à s'exprimer. Donc là de nouveau, on n'a pas une barrière très très précise. On va être de plus en plus exigeant d'année en année. Il n'y a pas de dimension rédhibitoire en fait. C'est-à-dire que quelqu'un si un étudiant qui apparaîtrait comme étant ne maîtrisant quelqu'un qui a 700 au TOEIC, n'ayant aucune expérience. Ça rentre dans la balance. Enfin, c'est pas un critère rédhibitoire. C'est-à-dire que ça rentre dans la balance. Oui, ça rentre dans la balance. Globalement, ça dépend aussi de ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus, les étudiants se présentent d'où qu'ils viennent avec un niveau d'anglais de plus en plus élevé. Vous avez une visibilité sur Donc ça permet aussi d'être plus exigeant sur cette question. Vous avez une visibilité, Patrice Noisette, sur le niveau d'entrée, enfin le niveau de TOEIC des gens qui sont entrés dans le master approximatif? Si vous avez 500 ou 300, c'est difficile. Cela dit, des étudiants du master peuvent ensuite faire leur carrière uniquement en France. Donc de nouveau, ça ne sera pas... sauf qu'on demande quand même une ouverture. Donc, je veux dire, si on a 750 au TOEIC, c'est pas gravissime pour autant, on peut quand même postuler. Non. Allez, on passe à une prochaine question. Alors, le coût de la scolarité est souvent vu comme un investissement. À ce titre, quel retour sur investissement en termes de salaire peut-on espérer à la sortie du MUES? Oui, l'approche business, l'approche dans les questions quand même. C'est ça. Mais en même temps, c'est vrai. Enfin, c'est comme un investissement et ça l'est particulièrement sur les formations comme les masters spécialisés où c'est une année supplémentaire. Est-ce qu'on peut visualiser ce qu'est ce retour sur investissement? Pour vous, d'ailleurs, tenez prendre votre cas, Pauline, en sortant de l'INSER Lyon. Oui. Moi, je pense que c'est un retour sur investissement. Après, en plus, l'ESSEC nous accompagne dans le financement. Il y a des prêts avec des taux très faibles à ce niveau-là. Je pense que c'est un retour sur investissement parce que les postes auxquels on accède après ont, à ce niveau-là, en termes de salaire, justement des rémunérations peut-être plus élevées. En sortant de l'INSA, vous auriez eu peut-être 35 000 € en sortant? Oui, voilà. Et là, vous allez vraiment le voir plus, vous pensez? Je l'espère, mais c'est peut-être pas une finalité en soi. Je pense que c'est On parle de retour sur investissement. C'est un retour sur investissement, bien sûr. Bien sûr qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est un investissement avant tout qui n'est pas considérable et qui est à faire dans la mesure où, justement, avec cette vision transversale du master, on accède à des postes auxquels on n'accède pas en sortant d'une école d'ingénieur. Donc vous répondez pas forcément en termes de grille de salaire, mais vous répondez en termes de poste. Oui. Mais c'est pas fuir un peu la question quand même? Non, Patrice Noisette, est-ce qu'on peut qualifier un retour sur investissement ou pas? Quand même, ça devrait être une question qui vous travaille. Peut-être à paraître mercantile ou... Non, on a quand même des données effectivement sur ces questions. D'abord, de fait, il y a des dispositifs qui permettent quand même d'alléger autant que possible le coût de la scolarité, mais il est vrai qu'il reste élevé. Le premier retour, c'est sur les missions, donc les stages, en fait, les missions en entreprise, donc 6 mois... qui est la dernière partie du cursus, après 9 mois de cours et de projets appliqués. La moyenne est au-dessus de 1 600 €. Pour la rémunération du Pour stage. la rémunération de ces missions, avec D'accord. parfois des rémunérations qui Mais en peuvent être sortant, nettement est-ce qu'on supérieures. peut, en toute objectivité... Et sur les emplois, il y a effectivement 2 effets qu'on observe. Un, c'est un effet de bonus de rémunération. Notamment lié au fait justement que les emplois sont de responsabilité opérationnelle beaucoup plus immédiatement, plus rapidement que pour un étudiant qui sort simplement directement d'école d'ingénieur. Et puis c'est l'accélération des débuts de la carrière, on rembourse la formation responsabilité plus rapide. en 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans?
Très franchement, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est une bonne idée, oui. Bon, la prochaine fois alors. Je m'y mettrai pour la prochaine. Allez, on prend une autre question. Alors, le MS a l'air très business et peu centré sur l'aménagement, je me trompe. Oui. Il est pas du tout. Enfin, il est orienté business, mais c'est pas sa vision première. C'est aménagement, immobilier, services, environnement. Et ce côté business de l'école de commerce, il est là. Mais il y a aussi une plus-value justement de ces compétences et de ces matières transversales au-delà du business pur et dur de l'école de commerce qu'on peut avoir. Oui, alors il faudrait peut-être aussi dire deux mots des spécificités de l'ESSEC. On a beaucoup parlé d'asset management, en même temps on n'a pas que... beaucoup parlé d'autres choses pour l'instant. Du coup, d'où cette question. Oui, le management, c'est le management public aussi. Mhm. Donc, une des particularités du master, c'est justement d'être continuellement sur ces deux faces, c'est-à-dire sur l'approche publique, l'approche privée, l'articulation de ces deux approches, qui est de plus en plus déterminante dans les projets. Et donc, l'articulation de ces deux approches, ça veut dire aussi l'articulation des différentes dimensions de la ville. Ça veut dire aussi prendre en compte fortement la dimension sociale de la ville. Par exemple, quand on parle de marketing territorial, marketing urbain à l'ESSEC, on ne parle pas uniquement d'un marketing qui ne se consacrerait qu'aux atouts de compétitivité internationale les plus forts des villes, aux tertiaires de haut de gamme, etc. C'est quoi concrètement aussi... un urbanisme ou une démarche marketing avec une dimension sociale? C'est aussi, par exemple, s'intéresser au programme de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles. C'est se demander comment le marketing urbain peut être un outil aussi pour mieux permettre à des populations différentes de cohabiter en ville. Donc tous ces objectifs de mixité sociale, par exemple, qu'on a beaucoup de difficultés à atteindre. Donc comment pouvoir les atteindre avec une économie différente des projets aussi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus d'opérateurs business sont confrontés justement à des demandes nouvelles des collectivités locales pour monter des programmes originaux qui vont permettre de mieux en contrôler les coûts et d'accueillir des populations diversifiées. Donc c'est un des éléments. L'ESSEC, je rappelle juste très rapidement, a été fondé, créé il y a plus de 100 ans maintenant, sur des valeurs humanistes fortes, avec comme objectif non seulement de former des dirigeants d'excellence, mais de former des dirigeants qui soient attentifs à la société dans laquelle leur entreprise exerce. Donc c'était de la responsabilité sociale bien avant l'heure, et on est bien dans cet esprit-là. Donc nous, le business, c'est pas le business pour le business, c'est pas les affaires pour l'argent, même si l'argent peut être intéressant et important, c'est le business pour le bien collectif. Donc c'est comment mobiliser l'activité privée aussi dans un cadre collectif. Je vous laisse lire la question suivante. Pauline. En pratique, quel lien entretient le MUAS avec la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC ? Concrètement, donc on a accès au séminaire de chaire immobilier et développement durable et d'économie urbaine dans notre cursus scolaire. Donc on a le droit d'assister justement à ces séminaires qui ont lieu toutes les semaines en ce moment. Il y a vraiment des liens entre le master, oui. Et les chaires. C'est pas réservé qu'aux élèves de la grande école. Alors il y a effectivement ce type de lien. Il y a le fait que des étudiants de la chaire d'immobilier sont accueillis dans certains cours du master, notamment en expertise immobilière, en architecture et pathologie du bâtiment, donc ce qui permet aussi aux étudiants d'entretenir des liens de cette manière. Il y a des projets qui peuvent, et ça on va le développer de plus en plus dans les années à venir, par exemple un des ateliers d'innovation du master accueille une étudiante de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, et je peux même dire, là c'est en primeur, que nous allons dans le développement justement de ces synergies entre les différents programmes. Les étudiants, alors l'an prochain, les étudiants, mais il se passe toujours des choses l'année suivante, donc ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Les étudiants du master auront au moins un cours commun avec des étudiants d'un programme de formation continue sur des problématiques internationales de partenariat public-privé. Donc là, ils seront dans la même classe avec des professionnels qui ont 10 à 15 ans d'expérience dans leur métier. On passe à cette question.
Ce MS est-il destiné aussi à ceux qui veulent entreprendre, innover dans la ville? Question de Nadia. Très bonne question, parce qu'on peut innover dans la ville, c'est quand même très important. En fait, on en parle de plus en plus d'ailleurs. Je parlais des ateliers d'innovation. Je crois Alors que on fait quoi? On fait le MS entrepreneur de l'ESSEC, ou est-ce qu'on vient dans le Master MES? Alors, il y a d'ailleurs un des étudiants cette année du Master qui a fait des études de management dans une école sœur en province, en se spécialisant dans la création d'entreprises. Et en fait, alors lui, il l'a fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il s'est d'abord spécialisé dans la création d'entreprise et il vient acquérir dans le master une compétence dans le domaine dans lequel il souhaiterait créer son entreprise. Mais si on veut entreprendre spécifiquement, c'est pas le si bon on veut master. entreprendre, on peut bien sûr, à partir du master, s'appuyer sur l'ensemble des outils que l'ESSEC met à disposition de la création d'entreprise, puisqu'à l'ESSEC, il y a à la fois des programmes spécialisés effectivement sur ce domaine, mais un ensemble d'outils d'accompagnement du créateur qui sont ouverts aux étudiants de l'ensemble des programmes. On parle de Donc l'incubateur. on peut aussi, tout à fait. Et ça peut être un projet dont on peut vous parler le jour J à l'entretien. Bien entendu, et quand tout à fait, bien sûr. On peut arriver avec un projet entrepreneurial dans le tant master. mieux. On peut arriver, quand je parle d'accompagnement personnel, sur la dimension management, etc., ça peut être bien sûr sur la dimension entreprendre. Quant à la question d'innovation, je parlais des ateliers d'innovation, je peux préciser en plus que c'est un des axes d'objectifs majeurs du master, c'est-à-dire de former, d'où justement cette importance de la coprésence de différents métiers de la dimension urbaine. C'est-à-dire c'est de former des étudiants qui ont une capacité d'innovation parce que aussi justement ils ont une vision d'ensemble de la relation entre les différentes composantes de la ville. Donc ils vont pouvoir connecter entre elles des problématiques, des questions qu'on ne connecte pas encore peut-être aujourd'hui. C'est quoi votre projet, Pauline? Pour en savoir plus? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais faire de l'immobilier, donc programme immobilier, développement de projets immobiliers. Et grâce à ce master, j'ai justement cette vision transverse Donc vos employeurs, de c'est quoi? projets C'est immobiliers. Oui, ce genre de choses. Qui aiment bien justement le MUES parce qu'on n'a pas uniquement cette vision d'ingénieur de projet bâtiment. On peut aujourd'hui dialoguer avec des collectivités locales, on peut dialoguer avec des investisseurs, on a la vision utilisateur des entreprises. On a aujourd'hui en compte toute la vision des acteurs des projets immobiliers et urbains qu'on n'a pas avant de faire ce master. Allez, une question concrète. On De l'attendait. Xavier, quel est le niveau exigé au TAJMAJ? Même réponse que pour le TOEIC ou TOEFL. Encore une réponse de Normand, parce que Mes 3 enfants sont nés en Normandie, mais je ne suis pas normand moi-même. bon, c'est quoi, c'est un critère? Non, c'est qu'une autre réponse serait fausse. De nouveau, c'est un critère parmi d'autres. Bon, bien sûr, il y a quand même un niveau. Alors, je vais forcément le caricaturer un peu. Si vous avez moins de 200 au TAJMAJ, on aura du mal à penser que vous pourrez suivre effectivement les enseignements. Pour le reste, ça sert à quoi quand on a plus de 200? Est-ce que c'est Mais vous pouvez avoir 400, vous pouvez avoir 400, et si tous les autres éléments de votre dossier ne correspondent pas actuellement un peu aux étudiants que nous, ce qu'on regarde, c'est la sortie en fait, c'est-à-dire fortement, c'est-à-dire ce qu'on va apporter effectivement aux entreprises, aux collectivités locales ou aux opérateurs publics. Donc la qualité du diplôme, c'est la garantie, en fait, c'est une sorte de signature, c'est donc la garantie qu'on peut leur apporter d'avoir effectivement un certain type un peu de personnalité, de compétences, de personnalité, d'intérêt. Donc si un étudiant a un très bon niveau intellectuel au départ mais ne présente pas ces autres caractéristiques, on peut très bien éventuellement ne pas recruter quelqu'un qui a un TAJMAJ de 400. L'entrée dans le master avec un diplôme de M1 est-elle fréquente? C'est ce que nous appelons des hors normes au sens de la conférence des règles de recrutement de la conférence des grandes écoles, donc pour les masters. Elle est fréquente? Non, elle est rare. Il y a des masters dans lesquels on accueille plus facilement en fait. Il y a 30% de dérogation. Alors, je peux là être nous avons un taux de hors normes qui est très faible. Dans ce master. Qui est très faible et mais je ne vais pas dire que c'est impossible. Vous n'êtes pas aux 30% réglementaires.
Non, pas du tout. On est très très loin en dessous. Et pourquoi spécifiquement dans ce master Je crois que ça tient en fait un peu Alors, je précise quand même que ça n'est pas impossible. Donc ça va dépendre effectivement des autres paramètres. En particulier éventuellement d'une expérience professionnelle. Pour le coup, il faut être hors norme sur le reste du dossier. Alors voilà, donc dans les cas qui ont existé sont plutôt des étudiants qui ont un parcours un peu atypique, avec éventuellement peut-être d'autres types de diplômes ou de formations. Ou qui ont un parcours professionnel assez déjà un peu solide. Un parcours d'urbaniste tout court ou de géographe à M1, a priori sans éléments. Non, à ce moment-là, il y a effectivement peu de chance. Alors, la raison pour laquelle il y en a peu, je crois que d'ailleurs, ce qu'on observe aussi assez fortement, c'est un master qui est quand même assez caractérisé, qui est positionné, me semble-t-il, assez clairement, qui est assez fortement différencié quand même de la plupart des autres, enfin, pas uniquement parce que j'en suis convaincu, mais aussi parce que ce que disent les étudiants, les anciens et les entreprises, les recruteurs. Donc en fait, ça a un intérêt aussi, on essaye de caractériser mieux en mieux, plus fortement possible ce positionnement dans nos communications. Hein. Et donc il y a une sorte de présélection qu'on observe beaucoup plus forte que dans d'autres masters. C'est-à-dire qu'on a peu de candidatures où on peut se dire non, ça ne correspond pas. C'est-à-dire que les gens s'autocensurent d'une certaine façon peut-être, ou le positionnement est suffisamment particulier pour que des étudiants qui prennent intérêt, qui le repèrent finalement, soient des étudiants qui globalement correspondent déjà assez fortement au profil. Pauline. Constatez-vous un caractère cyclique dans le recrutement des étudiants du MS par rapport au cycle immobilier? Amélie, ça c'est peut-être pour déjà vous. traité un peu la question tout à l'heure. Plus long terme. Mais... Oui, c'est-à-dire je suppose qu'il s'agit du recrutement à la sortie du master. Oui. Donc non, on va... non, cyclique, non, pas directement. Vous disiez en gros que on observe des évolutions, mais qui sont liées à l'évolution de l'immobilier lui-même et des métiers. Donc, ça sont des évolutions structurelles plus que conjoncturelles. Conjoncturelles plutôt. D'accord. Allez, voici la question suivante. Les jeunes diplômés du MUES restent-ils principalement en région parisienne? Si oui, est-ce par choix? Vous avez un retour là-dessus? Oui. En général, la plupart des métiers s'exercent dans la région parisienne. En général, il y a un tropisme. Il y a un effet statistique, déjà, qui est la concentration de certaines activités en Île-de-France par rapport à l'ensemble de la France. Le fait que les étudiants aient fait leurs études ou terminé leurs études en Île-de-France. Est-ce qu'il y a un avenir en région? Non, c'est très varié. Qu'est-ce qu'on peut faire en région concrètement? Bien entendu, oui. Il y en a qui sont dans toute la France. Parce que les sièges, les cabinets, enfin, la plupart des fonctions, a priori, sont plutôt dans la capitale ou autour de la capitale. Alors sur les fonctions centrales, oui, mais il y a des entreprises diversifiées, il y a des entreprises... L'entreprise de conseil comme Elgoé, par exemple, conseil aux collectivités locales, a son siège à Lyon. Donc une partie des étudiants qui vont chez eux peuvent être à Lyon. Il y a des entreprises de taille moyenne qui sont en province et qui intéressent des étudiants. Je parlais d'établissements publics d'aménagement, par exemple, donc qui sont dans des villes de province. Et puis, comme j'indiquais, il y a sur la promotion donc 2009, 10% des étudiants, et ça c'est un taux qui augmente peu à peu, qui ont été embauchés directement à l'étranger. Revenons sur la sphère publique. Bonjour, donc question de Lionel. J'aimerais travailler sur des questions d'aménagement, mais du point de vue public, sans vue business. Est-ce que c'est possible avec le master? Alors, vous pourrez aller vers le public, oui. Si votre objectif, c'est d'avoir une formation qui est développée uniquement du point de vue public ou essentiellement du point de vue public, avec éventuellement le regard sur le partenariat privé à partir du point de vue des préoccupations publiques, à ce moment-là, effectivement, vous allez peut-être trouver que le master ne convient pas à votre souhait. Il y en a d'autres, en particulier un autre très connu aussi, qui vous satisfera probablement plus. En revanche, si vous allez aller vers le public avec une compréhension forte de l'intérieur, j'allais dire aussi,
du fonctionnement du secteur privé, des entreprises privées, des différents métiers privés qui s'associent au public, et donc d'apporter auprès d'un acteur public cette double compétence, cette double compréhension. À ce moment-là, oui, le master, au contraire, correspond tout à fait. Il va être temps de prendre la dernière ou l'avant-dernière question. Je vous laisse la lire, Pauline. Alors, une question de Nicolas. Le pourcentage des étudiants des diplômés du MS travaillant désormais à l'étranger? Vous vous rendez compte, vous avez non, peut-être pas la visibilité, vous encore, Pauline, mais est-ce que dans les intentions de vos camarades ou les vôtres, est-ce que vous sentez qu'on est très franco-français au final, ou est-ce que... Non, il y a certaines personnes qui aspirent à travailler à l'étranger actuellement. C'est possible, concrètement? Oui, c'est possible, bien entendu. C'est comme indiqué, donc sur la dernière enquête emploi, donc promotion 2009, on aura bientôt les résultats de la promotion 2010. C'est 10% à l'étranger et 40% qui sont sur des postes à forte dimension internationale, c'est-à-dire basés en France, mais où ils travaillent sur des projets à l'étranger, où ils peuvent être conduits à des déplacements. D'accord. Et à l'étranger, purement à l'étranger? 10%. D'accord. Sur la promotion 2009. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on est sur une formation, je vais doubler la question, mais est-ce qu'on est sur une formation monde, ou est-ce qu'il y a un prisme, ou forcément un prisme de compréhension nationale sur les questions dont on traite dans le master? Alors, on est encore sur une entrée nationale forte, parce qu'on est dans des métiers, des domaines qui sont encore marqués fortement par les contextes locaux, avec une ouverture internationale maintenant importante qui va continuer de s'accroître. L'objectif étant, mais en suivant un peu l'évolution des marchés et des recrutements, en fait d'inverser un peu le rapport, c'est-à-dire que dans l'avenir, et dans l'avenir proche, les problématiques seront directement abordées dans la dimension internationale et ensuite éventuellement spécialisées sur l'approche française. Je précise juste aussi que nous devons tenir compte de l'évolution des recrutements des entreprises, c'est-à-dire que de plus en plus les entreprises internationalisées recrutent directement dans les pays où elles ont leur filiale ou leur projet. Et donc les carrières internationales aujourd'hui s'organisent d'une manière différente d'il y a 10 ans, par exemple. Beaucoup moins d'expatriation. Moins d'expatriation directe en tout cas peut-être. En revanche, des brassages à l'échelle internationale, mais dans des logiques qui ne sont plus celles de l'expatriation, qui sont celles d'un poste que vous avez dans un pays ou dans un autre de manière indifférente au cours de votre carrière. C'est ça aussi que nous préparons les étudiants. On prend la dernière question. Je suis paysagiste, donc Patrick, prénom proche, et j'ai un vrai intérêt pour la question urbaine et ses aménagements. Mon diplôme vous intéresse-t-il? Oui, il n'y a pas cette année, je crois, de paysagiste à la promotion. Il y en avait un l'an dernier, il y en a régulièrement. Et bien sûr, ça nous intéresse tout à fait. C'est l'une des manières, effectivement, de travailler au développement de la ville. Du métier de paysagiste, très opérationnel, on arrive à des questions plus analytiques et plus business, que sont celles des métiers auxquels prépare MES. Par exemple, un ancien paysagiste donc, qui est aujourd'hui dans un bureau d'études urbaines où il travaille à la fois sur des projets opérationnels où il va apporter effectivement... Alors auparavant, il avait fait sa mission dans un établissement public d'aménagement où il avait aidé à gérer la dimension environnementale dans des cahiers des charges. Cahiers des charges de concession auprès d'opérateurs privés. Donc il avait eu à apporter à la fois sa vision environnementale et paysagère et en même temps justement la compréhension du système de contraintes dans lequel allaient se trouver les opérateurs privés qui répondraient au cahier des charges. Et aujourd'hui, il est en train, dans le cadre du bureau d'études dans lequel il est, de travailler à des problématiques d'économie du paysage. Le paysage, c'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient, qui a des valeurs d'image aussi pour un territoire, donc il se situe aussi dans la dimension économique. Et il y a aujourd'hui peu de compétences justement sur ce type d'approche. On arrive à la fin de ce direct. Je vous demande à l'un comme à l'autre, à l'une comme à l'autre, de peut-être votre dernier mot, votre mot de la fin, Pauline. Au mot de la fin concernant le master, donc justement, même, oui. Concernant le master, moi je trouve que c'est une année à part, une année exceptionnelle, et je le recommande à toutes les personnes qui s'intéressent au métier de la ville.
Je conclurai peut-être sur l'expression que j'ai souvent pour dire qu'est-ce que le master finalement. Pour moi, c'est avant tout l'incubateur de votre projet personnel. Très bien, merci pour ces mots de la fin et pour cette intervention pendant une heure. Merci à tous les internautes pour leurs questions et merci pour votre franc-parler. Bonne soirée à tous. Merci.